Bonjour à tous. La session va démarrer d'ici quelques instants. On va prendre quelques secondes le temps que tous les participants puissent se connecter. Très bien. On va pouvoir démarrer. Tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Et avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point logistique. Pour poser vos questions, vous avez la possibilité de le faire via l'onglet « Questions » qui apparaît à votre écran. N'hésitez donc pas à nous interroger tout au long de la session. À chaque fin de partie, nous consacrerons un moment pour y répondre. Je suis François Beaucourt, en charge du marketing, de la communication et du business développement chez Menlog. Menlog est un éditeur de solutions d'encaissement et de pilotage de l'activité commerciale spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. On équipe notamment plus de 2000 points de vente en boulangerie. Ce webinaire vous est proposé en partenariat avec Snapshift, éditeur de logiciels de gestion, de planning et du personnel. Cette solution est totalement intégrée d'ailleurs à la solution Menlog, ce qui vous permet notamment de suivre les ratios RH et de transmettre vos données de vente de manière automatisée avec Snapshift. Alors, pourquoi nous avons décidé de faire ce webinaire? C'est très clair, cela nous tenait très fortement à cœur, car c'est une période difficile pour beaucoup de professionnels du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Ils font face à de nombreuses difficultés, d'incertitudes et de stress, il faut le dire. Mais cette période peut être aussi une opportunité, celle de prendre le temps de faire le point sur son activité, de se former et d'apprendre du passé, et aussi d'anticiper l'avenir. Alors, pour commencer, avant d'attaquer les 3 points principaux de ce webinaire, on va faire un point sur le contexte marché, sur la base des prévisions de Xerfi à novembre 2019. Toutes les prévisions du secteur de la boulangerie-pâtisserie étaient très positives en cette fin d'année, avec une augmentation de CA de plus 8% et une pérennité à 98%, qui a gagné plus de 2 points en 2 ans. Donc, un marché qui progresse et un marché solide avec des entreprises solides. Ces prévisions se sont confirmées sur la première partie de l'année 2020, avec un chiffre d'affaires de plus 8,9% et un panier en forte hausse. Et est arrivée l'annonce du confinement et le Covid. Et l'impact a été direct sur l'activité des boulangers-pâtissiers, notamment en termes de chiffre d'affaires, avec une baisse très importante qui a suivi l'annonce du confinement, une baisse des volumes tout autant importante en pourcentage, et un panier moyen qui, lui, pour le coup, a gardé son niveau. Et si on rentre dans les gammes, seul le pain aujourd'hui sort la tête du lot. L'ensemble des autres marchés, des autres gammes de la boulangerie-pâtisserie, elles sont en chute libre depuis le confinement, avec notamment la pâtisserie, la viennoiserie et le snacking qui régressent très fortement. Voilà pour le contexte marché. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants pour se présenter à tour de rôle. On peut commencer par toi, David, si tu veux bien. Eh bien, bonjour à tous, et puis merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Pour me présenter, nous on est une boulangerie située sur la côte sud de Vendéenne, donc la Tranche-sur-Mer exactement, avec on est sur une zone hyper touristique. Donc nous on a une population qui oscille entre 3000 personnes l'hiver et puis une capacité d'accueil de 120 000 personnes l'été. Ce qui fait que nous, on a à peu près 3 modes de fonctionnement. Fonctionnement hivernal avec 5 points de vente ouverts et une vingtaine de salariés. À partir d'avril, où l'activité commence à augmenter, on passe à 7 points de vente et on augmente notre masse salariale à 35 personnes. Puis ensuite vient la vraie saison estivale avec 9 points de vente d'ouverts et plus de 70 personnes à travailler. Voilà un petit peu comment se situe voilà, notre activité. Donc avec voilà, une jolie courbe en montant puis en descendant. Bien. Et en ce qui concerne les chiffres qui ont été annoncés en chapeau, est-ce que tu reconnais ton activité là-dedans? Oui, effectivement, donc par rapport aux chiffres que vous donniez, on n'est pas trop mal puisqu'on est à plus 11 en chiffre d'affaires et puis même chose en panier moyen. Donc ça, c'était les valeurs jusqu'au 15 mars. Forcément,
ce qui a suivi a donc bien évolué. En fait, on a pris -12 sur la première semaine de confinement. Et puis ensuite, on est passé à -35 sur la deuxième semaine. Ouais. Et puis là, Nicolas, normalement. excuse-moi. Excuse-moi, David. C'était juste pour dire que normalement, nous, l'activité donc part en flèche à ce moment-là. Donc là, les chiffres d'affaires vont encore plus s'écrouler normalement. Effectivement. Nicolas, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Nicolas Beckham, je suis dirigeant des boulangeries Maison Beckham à Angers. Je suis la deuxième génération de boulanger dans la famille. J'ai un brevet de maîtrise en boulangerie et en pâtisserie. Je suis un homme produit et donc on est installé avec Cécile, mon épouse, depuis 15 ans. Nous avons 3 enfants. On est actuellement 120 collaborateurs, dont 50 apprentis, autour de 10 établissements, donc une holding, donc avec le staff de l'entreprise et les fonctions support. Et ensuite 8 boulangeries, 3 en hyper centre-ville, 2 en centre commercial et 3 en stratégie plus rond-point et semi-rural. Et ensuite, nous avons une structure, un atelier de pâtisserie où nous fabriquons toutes les pâtisseries pour l'entreprise. Voilà. Pour rebondir sur David, nous c'est pareil. Donc depuis l'annonce du confinement, en fait, on est en gros sur les boutiques en hyper centre-ville, on fait du moins 70% de chiffre d'affaires et du moins 50% de chiffre d'affaires sur les boutiques extérieures, sachant que sur les 8, nous avons 2 boulangeries de fermées en centre commercial. Donc on est en perte d'exploitation totale sur 2 établissements en ce moment. Voilà pour faire un petit point global. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au premier point, qui est les réactions et impacts face à la crise. Première question, pouvez-vous nous faire un rapide retour d'expérience, un état des lieux, des impacts de cette crise sur votre activité et sur votre organisation aussi? Alors, David. Donc, suite à l'annonce du confinement, comme je viens de le dire tout à l'instant, l'activité s'est brutalement arrêtée, bien qu'il y a eu un petit coup d'accélérateur sur la partie boulange le week-end qui a précédé le confinement. Tout le monde s'est rué dans les boulangeries pour acheter énormément de pain. Et puis, dès le dimanche et le lundi, voilà, écroulement complet de l'activité pâtisserie, de l'activité traiteur. Il ne restait plus que le pain qui à peu près se maintenait au niveau des ventes. Après, ça c'est ce qu'on a observé. Donc on a essayé de réagir assez rapidement derrière, c'est-à-dire à regarder un petit peu par rapport aux différents outils qu'on a d'observation, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau organisation, ce qui fait qu'on a quand même rapidement réduit les plages horaires d'ouverture. Et puis, on a commencé à regarder un petit peu comment réorganiser par la suite toute la production, y compris dans les labos de boulangerie comme de pâtisserie. Voilà. Merci David. Nicolas? Nous, évidemment, on a un petit peu suivi ce que tu as dit, David. Nous, notre business model économique, il est tourné autour de 6 métiers, la boulangerie, la pâtisserie, la viennoiserie, le snacking, les salles de restaurant aussi. Et depuis le dimanche 15 mars, on n'a plus qu'un seul modèle économique qui tient debout, c'est le pain. On l'a dit tout à l'heure, François. Donc, on a fermé nos salles de restaurant. Ce qui est intéressant, moi, j'ai échangé avec mon père qui a démarré le métier en 1959 et je lui demandais quel était le modèle économique d'une boulangerie à 60 ans, du coup. Et la surprise, c'est que en fait, à ce moment-là, c'était 90% de vente de pain, 5% de vente de viennoiserie et 5% de vente de pâtisserie. Et en fait, on a fait en un week-end, on a fait un retour en arrière de 60 ans sur le modèle économique de notre filière, en fait. Donc, en espérant qu'on retrouve rapidement, voilà, qu'on sorte rapidement de ce confinement. Très bien. Et d'un point de vue hygiène? Alors après, on a mis pas mal d'actions en place sur la partie des relais de chiffre d'affaires. On s'est pas mal préoccupé depuis un mois, notamment sur notre énergie a été recentrée sur comment on fait pour lever des nouveaux relais de croissance de chiffre d'affaires. Donc nous, on a mis en place, par exemple, on a mis à jour tous nos réseaux sociaux
les Facebook, les Instagram, les LinkedIn, des choses qu'on n'avait pas forcément pris le temps de faire dans l'aboutissement. On a lancé notamment des ventes en direct sur Facebook. On a investi dans la communication pour doper nos publications. Beaucoup de boost sur les publications de Facebook et Instagram notamment pour rechercher de la visibilité digitale. On est devenu du jour au lendemain un community manager à tous ensemble. C'est très clair, le mot est fort, mais en même temps, il est réel. On a mis à jour aussi notre site internet. On a une boutique en ligne qui était pas très aboutie. On a mis une énergie pendant 15 jours incroyable pour qu'elle soit attractive. Aujourd'hui, on a sur notre boutique en ligne, on retrouve 160 produits dans tous les métiers qu'on vend dans nos boulangeries. On a créé des packs de confinement aussi pour essayer de inviter les consommateurs à venir moins souvent chez nous, mais acheter des lots de produits pour ne pas être trop mercantile aussi dans ces moments. Pour information, d'ailleurs, on a eu des stats la semaine dernière. On a eu une journée à 4000 visiteurs dans une journée sur notre site internet, ce qui est assez incroyable. On peut avoir une centaine de ventes, alors qu'avant c'était plutôt une activité qui était très calme. Donc pourquoi pour dire que l'investissement dans les réseaux sociaux aujourd'hui est important et puis peut être porteur. Les gens, tout le monde est en confiné chez soi à la maison en ce moment. Tout le monde n'a pas multiplié les temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a une boutique en ligne qui fait du click and collect et puis on a démarré la livraison à domicile aussi pour être très solidaire avec les consommateurs notamment. Ensuite, on a lancé aussi, comment dire, du Uber Eats, la livraison à domicile à travers à travers les leviers qui sont existants, Uber Eats, les frères Toc. La semaine prochaine, on met en place un nouveau partenariat avec Calideo à Angers. C'est une structure qui livre en triporteur et en véhicule électrique sur jusqu'à 20 km du centre-ville d'Angers. Donc c'est une entreprise qu'on connaissait pas. Pourtant, on est proches voisins et dans ce moment, de solidarité, on fait aussi des nouvelles rencontres. On apprend à rencontrer ses proches voisins notamment. Donc tout ça pour dire que voilà, notre budget communication depuis un mois et toute notre énergie est vraiment investie dans le digital. Et on pense que ça paye, ça apporte une visibilité extraordinaire sur l'image et puis aussi en termes de levier de business. Voilà, hier par exemple, on a démarré Uber Eats sur une boutique, on a fait 150 € de chiffre d'affaires quoi. C'était la première fois qu'on le faisait, j'avais ouvert avant. Quoi. Donc après le message, ce que je ressens, c'est que nous on a toujours eu, on a toujours dépensé de l'énergie et de l'argent dans la partie digitale. J'ai le sentiment qu'on a peut-être toujours un petit peu trop en avance sur le marché. Et pour le coup, ce confinement nous permet d'être dans le marché et d'être prêt et pas en retard hein, et d'être du coup attractif et puis développer du chiffre d'affaires nouveau notamment. Quoi. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions-réponses pour ce premier point. Alors surtout, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. J'en ai une qui m'est revenue pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Pour la première question, avez-vous pu obtenir un report, une annulation ou une baisse de vos loyers et charges de la part de vos bailleurs, notamment pour les établissements qui ont dû fermer? Je pense que ça vous concerne tous les deux. Alors, au niveau des loyers, je suis quand même propriétaire de pas mal de mes établissements, donc il n'y a pas de report à avoir, il n'y a pas d'intérêt particulier. Après, au niveau de la trésorerie plus particulièrement et de ce qui peut être fait, pour l'instant, j'essaye de voir exactement dans quelle mesure je vais me détériorer sur les semaines qui viennent et être prêt à appuyer sur le bouton dès que j'aurai besoin. Donc, j'ai quand même le nez dans les chiffres et puis je regarde ça de façon très précise, mais j'ai pas eu d'action encore, de véritables actions. Pour ma part, au niveau des loyers, c'est un vrai sujet. C'était une très bonne question. J'ai le sentiment qu'on n'est pas tous solidaires en ce moment, et notamment nos bailleurs. Certains bailleurs, moi j'ai différentes expériences. Par exemple, une boulangerie dans un centre commercial à Atoll où le propriétaire a carrément supprimé le loyer en avril. Donc c'est un geste très fort pour tout le centre commercial.
c'est Mercialis, donc pas Mercialis, donc compagnie de Strasbourg. Ensuite, on a, comment dire, j'ai des propriétaires en centre-ville qui n'ont pas forcément, pour certains, n'ont pas répondu à ma demande. Pour d'autres qui m'ont proposé de baisser de 1/4 le loyer sur un mois. Et puis pour d'autres boulangers, j'ai été obligé de me bagarrer pour décaler l'échéance, on va dire quoi. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Je suis encore un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de relations presse au niveau national sur ce sujet, parce que il y a des vrais enjeux. Moi, je suis propriétaire également et j'ai des locataires. Et j'ai fait un geste, pour moi, citoyen et normal, c'est de décaler d'un trimestre les loyers par principe. Je pense que c'est normal. Merci Nicolas. Une autre question. Comment avez-vous modulé votre offre additionnelle? Exemple, la vente de farine, levure, granola, pâte à tartiner. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour le click and collect, passez-vous par une appli ou avez-vous développé votre propre système? Ouais. Alors, vas-y Nicolas, parce que moi, au niveau Internet, on n'a pas fait grand-chose, donc Ouais, alors, le premier sujet, donc c'est la partie plutôt panier moyen, on va dire comment développer le panier moyen. En fait, je pense qu'il faut, nous on a créé très clairement, on a créé des packs de confinement, des packs, c'est des lots, des différents lots, des lots de pain par exemple, des lots de pain avec de la pâtisserie, des lots de pain avec de la partie apéritive, un peu comme on voit dans certaines enseignes, notamment dans les boucheries où on vend le kit, voilà, le kit 3 kilos avec différentes pièces de bœuf dedans. Donc on est clairement là-dedans. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de pas être mercantile. C'est-à-dire on doit faire du business et en même temps, on doit faire attention à ce que les gens restent chez eux. Donc évidemment, il faut créer des lots, les présenter pour que les gens soient attentionnés et soient impactés par cette vente nouvelle, quoi. Ensuite, sur le click and collect, nous on travaille directement avec un site internet du coup on travaille avec Signao pour être très clair. Et donc c'est un site internet qui fait la gestion directe. D'accord, très bien. Une petite dernière question, juste avant de passer sur le point suivant. Tu as parlé tout à l'heure, Nicolas, d'un système, d'un service sur Angers en triporteur. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Liveo. Merci. On va donc pouvoir passer au deuxième point, qui est la gestion au quotidien. En ce qui concerne ce point qui est très vaste, justement, première question, quelles ont été vos actions face à un impact direct sur votre trésorerie? Alors, sur la trésorerie, effectivement, on a vu qu'on s'est un petit peu détérioré, enfin même pas mal détérioré, et puis ça va continuer à s'amplifier. Donc, la première chose sur lesquelles il est facile d'agir, entre guillemets, ça a été sur la masse salariale. Donc, plutôt que d'imposer directement des restrictions d'horaire et puis de la réorganisation draconienne, on a choisi donc de discuter beaucoup avec le personnel. On a les premiers jours et les premières semaines, on a fait énormément le tour des différents magasins et de la production aussi, pour voir un petit peu comment réorganiser au mieux, en posant la question à chacun qui voulait rester chez soi, qui voulait vraiment aller au travail, pour que tout le monde y trouve son compte et puis vienne au travail ou reste chez soi sans qu'il y ait de mauvais ressentis. L'idée, il était quand même que chacun soit à l'aise avec sa décision. Donc, tout a été fait dans ce sens-là. Et donc, ça, c'était la première chose, faire attention à la masse salariale, puisque c'était le premier impact voilà, sur nos bilans, on va dire. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire aussi bien attention à la productivité. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, produire exactement ce qu'on a besoin pour vendre, pas surproduire, et aussi vendre exactement ce qu'on a produit. Donc, il faut essayer de faire attention. Enfin, on a essayé de faire attention à tout ça pour limiter au maximum
les petits robinets de perte qu'on peut avoir à droite et à gauche. D'accord, merci David. Nicolas? Nous, de notre côté, en fait, on avait 25 jours de trésorerie d'avance avant le confinement, donc on était plutôt très bien, très à l'aise, et avec un beau modèle économique. Et en fait, parce que la première chose qu'on a décidé de faire, c'est d'assumer nos factures chez nos fournisseurs de matières premières, d'emballage et nos partenaires très importants, afin de ne pas créer de rupture de confiance. Ça, c'est très important. Faut pas se cacher dans ce moment. Il y aura un avant et un après sur les relations avec les fournisseurs aussi. En fait, on a pas une stratégie de bloquer tous nos prélèvements, pour faire très simple. Et en parallèle de ça, évidemment, pilotage à fond dans le sens où restriction de masse salariale. On fait attention à nos achats, on resserre tous les achats justement pour éviter d'acheter trop. On fait attention à nos pertes, pilotage de productivité. Et puis en parallèle de ça, on en parlera peut-être après parce qu'il y avait un autre sujet pour la trésorerie aussi après. Mais nous, on a fait des demandes de PGE, un peu comme je vous invite à faire. C'est très important. Moi, je suis fait accompagner par mon comptable, par aussi une aide extérieure, qui était une ancienne directrice de banque. Charline, chez nous, entreprise, qui est notre responsable financière, a fait un gros travail avec les partenaires qui nous entourent sur la partie aussi attestation fournisseur à jour. Pour être éligible en PGE, il faudra fournir différents éléments. L'attestation de fournisseur à jour, faire des prêts. On a fait un gros travail aussi, Charline, sur les plans de trésorerie sur les 6 prochains mois, avec une visibilité très dégradée de l'activité. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que va reprendre l'activité, comment on va reprendre, et on est dans le flou total. Et ensuite, les premiers retours PGE des banques, c'est qu'ils sont ni trop ouverts, ni trop fermés à accompagner les entreprises. Et le message, c'est qu'ils sont très vigilants sur la capacité de remboursement de chaque structure. Donc, il n'y aura pas de cadeau. C'est pas le message qui avait été laissé par Monsieur Macron et Monsieur Edouard Philippe il y a quelques semaines. Les tuyaux ouverts à fond. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Ça va être plus compliqué que prévu de lever l'argent pour sortir de cette situation. Merci beaucoup Nicolas. Pour en revenir à la partie plus RH, comment avez-vous réorganisé vos équipes comment vous avez géré toute cette partie RH, notamment face aux inquiétudes de vos employés? Alors justement, pour rassurer les employés, la première chose à faire, c'est d'être présent à côté d'eux, déjà d'une, et mettre aussi en place toutes les mesures sanitaires pour les rassurer eux, rassurer la clientèle. Donc tout ce qui était à mettre en place, on l'a mis. Donc c'est-à-dire le marquage au sol, les plexis pour séparer le client du vendeur ou de la vendeuse, les gels hydroalcooliques, enfin bref, tout ce qu'on a entendu un petit peu partout, nous on l'a mis en place dès que possible. Donc aujourd'hui, par exemple, on n'arrive pas à trouver de masque, mais on est en train d'en fabriquer nous-mêmes pour équiper tout le monde assez rapidement. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une inquiétude, on essaye de répondre du tac au tac sans les laisser sans réponse à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est la meilleure solution pour assurer tout le monde. Nicolas? Nous, en fait, comme a dit David aussi, on a fait un gros travail pour rassurer notre personnel parce qu'il ne faut pas se tromper. Il faut les mettre en sécurité, comme disait David, ceux qui viennent tous les jours au travail aussi, en équipe. Donc, nous, on a réussi à trouver des masques pour l'instant à chaque fois. On a mis des gants noirs pour la vente et des gants jetables aussi pour la partie production. On a réduit le personnel au maximum par rapport à l'activité de chiffre d'affaires. On a essayé de faire en sorte que les personnes se croisent moins et plutôt 3 jours de repos, 3 jours au travail, notamment pour essayer de limiter le nombre de personnes au mètre carré dans les établissements. On a mis en place tout ce qui est gel hydroalcoolique aussi, évidemment. De la même manière que pour les clients, on a aussi mis en place aussi les vitres PVC au niveau des points de caisse, ce qui a beaucoup rassuré autant notre personnel que la clientèle.
On a mis en place des marquages au sol, évidemment, les ports de gants pour la force de vente. Voilà. Ensuite, pour aller plus sur la partie RH notamment, donc on a mis du monde en télétravail sur les parties fonctions support. Tous ceux qu'on a pu mettre en télétravail travaillent à domicile avec plus ou moins de facilité, parce qu'il y a des enfants à la maison, tout ça pour tout le monde, en bas âge pour certains. On a mis du monde en chômage partiel au maximum, qu'ils soient salariés, apprentis notamment. On a du monde certains collaborateurs qui sont en arrêt de travail aussi parce qu'ils ont éventuellement des maladies qui peuvent être difficiles à gérer avec le coronavirus. Et puis quelques départs aussi pour les gardes d'enfants notamment, quoi. Le RH, ça va être un enjeu très très important dans notre période actuellement. Moi, je considère que chaque collaborateur sera géré individuellement. Il faudra communiquer beaucoup avec tout le monde. Chaque collaborateur a des problématiques personnelles différentes, d'argent, de gestion, de logistique. Et il faudra être très attentif et en grande bienveillance par rapport à eux. C'est eux qui vont faire aussi en sorte que quand on va être en déconfinement, que l'entreprise va reprendre sa place et son chiffre d'affaires, c'est eux qui vont aussi être là pour redynamiser l'entreprise. Donc voilà, un enjeu très important. Et aussi des enjeux de frustration aussi, parce qu'on peut avoir dans certaines équipes des personnes qui restent à la maison pour regarder les enfants, et puis des collaborateurs qui travaillent, qui continuent à travailler et qui prennent le risque aussi eux de éventuellement être porteurs du coronavirus. Donc il y a un ensemble d'enjeux psychologiques, financiers et logistiques qui va pas être à négliger dans les semaines qui arrivent. Voilà. Alors justement, pour gérer tout ça, tout en étant vous-même limité dans vos déplacements, en ayant des structures multisites, est-ce que vous appuyez sur des outils digitaux afin de vous accompagner dans la gestion au quotidien? Et à quelle fin? Alors effectivement, on a deux gros outils qui nous remontent pas mal d'informations. Tout d'abord, les caisses. Ça nous permet un petit peu de visualiser les chiffres d'affaires et par catégorie de produits et par plage horaire, ce qui fait que ça nous permet de derrière bien planifier le travail en magasin et puis l'effectif dont on a besoin. Et après, pour revérifier tout ça, sur les logiciels de planification, en l'occurrence Snapshift, on a les remontées de caisse de Menlog qui nous permet de vérifier et de valider un petit peu les ratios, voir si on est dans les clous entre le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de personnes qu'on a mis en magasin. Voilà. Et après, c'est pareil, sur ces différents outils-là, il y a des tableaux croisés qui peuvent être faits aussi pour affiner encore ce travail. Merci David. Nicolas? Et nous aussi, évidemment, on utilise donc notre outil Mencomsi et puis Mainboard notamment. On a un pilotage qui est très poussé depuis plusieurs années où en fait tous les lundis, en fait, on fait un point de CODIR où on épluche tout ce qui s'est passé la semaine qui vient de se terminer. Donc chaque lundi, on épluche la semaine qui vient de se terminer avec un travail sur la masse salariale, le chiffre d'affaires prévu et celui qui a été réalisé. Ensuite, les achats, on épluche tous nos achats, bon livraison, achat, pour qu'on puisse donner et suivre, optimiser notre marge au maximum pour resserrer les marges et les augmenter. Ensuite, on fait un gros travail sur les plannings aussi. Chaque planning, chez nous, vaut de l'argent et doit rentrer dans un cadre économique. On suit aussi nos pertes, toutes les pertes de l'entreprise, tous les challenges aussi. On a beaucoup de challenges aussi au niveau de notre force de vente pour doper le chiffre d'affaires. Donc, très clairement, si on n'a pas Menlog aujourd'hui comme partenaire aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourra piloter l'entreprise demain. Aujourd'hui, c'est un partenaire très important et avec Mainboard aussi, on peut chacun à distance avec sa tablette pouvoir suivre le chiffre d'affaires heure par rapport à L-1 et être dans un pilotage de très précis et très puissant pour réduire les pertes en ce moment notamment. Merci beaucoup David. Alors, et en termes de communication, vous avez mis en place des systèmes, WhatsApp, ce genre de choses avec vos employés? Nous, on a créé un groupe WhatsApp avec notre staff
où en fait tous les jours à 14 heures, on fait un point qui dure souvent plutôt 1 heure d'ailleurs, ce qui nous permet de communiquer. L'idée, c'est comment faire pour réduire les déplacements de chacun en restant, on continue à communiquer. C'est qu'on a été pendant 1 semaine et demie au début du confinement sans trop se parler et on a senti un gros besoin en urgence de réinstaller de la communication durable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le confinement nous a obligés à créer un groupe WhatsApp et à communiquer à travers des visioconférences. Et ce sera sûrement des choses qu'on va laisser durer, qui vont servir après le confinement, qui sont des outils pour optimiser le temps, pour être très clair, et puis qui permettent de régler des problèmes, des petits problèmes tous les jours en fait. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. On a eu beaucoup. Merci beaucoup d'être aussi participatif à ce webinaire. Alors, j'ai essayé de les classer en fonction des thèmes. La première, ça va concerner la partie bancaire. Avez-vous demandé à vos banques un report des emprunts en cours? David. Pour ma part, pas encore. On n'a pas encore commencé à reporter parce que à un moment donné, il va bien falloir s'acquitter de ces paiements-là. Et a priori, alors Nicolas a l'air d'être plus précis que moi par rapport au PGE, mais a priori, il vaut mieux payer ses échéances aujourd'hui et puis avoir un PGE par la suite qui, lui, aura moins d'incidence sur le taux. Donc voilà ce que moi je pense. Après, maintenant, j'ai pas non plus approfondi encore la question. Nicolas, tu as fait des demandes? De mon côté, nous on a fait des demandes de report de 6 mois par principe sur toutes nos lignes d'emprunt du groupe. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à demander à échanger sur le rallongement de cette période. Il ne faudra pas se tromper de débat. Aujourd'hui, on va tous, à un moment donné, être obligés de se réendetter pour compenser notre part d'exploitation. Donc, on va financer la trésorerie, très clairement, qui va pour certains être difficile à être accepté par ses banquiers parce que quand on est déjà, si on a créé ça sur la boulangerie il y a 1 an ou 2 ans et qu'on est déjà endetté au maximum, c'est compliqué de se réendetter en plus. Comment dire, donc il y a plusieurs leviers, je dirais, pour éviter malheureusement de refinancer sa trésorerie. Ça va être de rallonger au maximum ces demandes de report d'emprunt, 6 mois par principe évidemment, et plus si possible. Et puis après, il y aura d'autres leviers, c'est l'ouverture du capital notamment pour malheureusement rentrer du cash de l'entreprise, et puis pour acheter malheureusement ses parts plus tard dans un deuxième temps. Mais notre objectif, c'est tous de rester en vie et que les entreprises soient encore debout à la fin de ce confinement. Et même, je dirais, le plus dur, c'est pas forcément tout de suite, c'est plutôt dans 6 mois ou dans 12 mois, malheureusement, quand on sera redémarré, qu'on aura déjà demandé nos PGE et qu'on sera en train de calculer notre endettement global, qui sera peut-être très fort pour certains. Voilà, différentes pistes. D'accord, merci beaucoup. Pour en venir à la partie RH, avez-vous mis en place des primes, David? Pas encore, honnêtement. Je ne sais pas trop parler de primes parce que voilà, on ne sait pas du tout dans quelle situation on sera. D'autant plus que nous, on n'a pas une situation linéaire. Aujourd'hui, normalement, on est en pleine progression au niveau de notre chiffre d'affaires. Or, notre effectif, il est resté sur celui de l'hiver. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Des paramètres à la hausse sur le chiffre d'affaires qui auraient dû être faits. Un paramètre à la baisse dans le sens où on n'a pas du tout embauché nos saisonniers pour l'instant. Donc, on est aujourd'hui comme si on était en plein hiver. Donc, voilà, j'arrive pas vraiment à savoir dans quelle situation on va être à la fin du mois. Je pense qu'on va pas être si dégradé que ça, puisque justement, on a fermé toutes les dépenses à risque, on va dire. D'accord. De mon côté, je pense que je ne sais pas si pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre de prime, malheureusement, parce que l'activité est très en chute en termes de performance, de chiffre d'affaires.
Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on aura une attention à avoir une reconnaissance morale et plus avec d'autres idées de rassemblement personnel, de boire il y aura une reconnaissance, c'est sûr et certain, pour les collaborateurs qui ont participé à travailler pendant cette période de confinement. Ça fait partie du package bienveillance dont je parlais tout à l'heure pour la partie RH, quoi. Mm. Merci beaucoup. Dernière question avant de passer au thème suivant. Sur la partie click and collect, comment avez-vous sensibilisé votre clientèle à ce nouveau moyen d'achat? Les gens n'ont pas essentiellement le réflexe de passer par le site. Ça a l'air d'être une des problématiques remontées. En fait, nous, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On a boosté des publications pour doper ce click and collect. Effectivement, c'est quelque chose qui avant le confinement on était peut-être en avance sur le marché du click and collect dans la partie boulangerie notamment. Je pense que là, on est dans le marché parce que tout le monde reste à la maison, a beaucoup de temps à passer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut investir dans ces outils-là pour communiquer sur Click and Collect, parce que aujourd'hui, le développement du e-commerce est tellement développé dans d'autres secteurs d'activité, il n'y a pas de raison que notre métier prenne pas un peu plus de place, en tout cas sur ce marché-là, quoi. Merci beaucoup Nicolas. On va maintenant se projeter vers l'après-crise, vers la reprise. Première question, déjà comment vous la voyez cette reprise? Quand et comment à ce stade? Pour ma part, je pense que la reprise est plutôt lente, étant donné que nous sommes dans un secteur géographique hyper touristique. La première chose que les Français vont faire après le déconfinement, c'est retourner au travail. D'autant plus qu'on a demandé à beaucoup de personnes de prendre sur leur RTT, leur congé payé. Donc, ce qui fait que normalement, leur compteur sera relativement faible déjà à la reprise. Donc, peu de personnes vont arriver sur la tranche et décider de mettre la serviette sur l'épaule pour aller à la plage sur au moins l'avant-saison. Après, sur la partie touristes étrangers, c'est pareil. Au niveau des campings et tout ça qui normalement travaillent beaucoup avec la clientèle étrangère, il y a eu énormément d'annulations sur toute l'avant-saison, voire même sur juillet. Sur août, ce n'est pas encore le cas, mais ça commence à se dégrader pas mal sur juillet. Et il n'y a plus qu'à espérer pour nous que la clientèle française reste chez nous et puis profite de nos plages. Voilà. Merci David. Nicolas? Moi, je suis assez confiant. D'ailleurs, depuis 2-3 jours, on voit une augmentation de chiffre d'affaires sur les boutiques extérieures notamment. Donc, je suis en confiance parce que on est sur des modèles économiques où notamment on a la partie snacking qui représente des chiffres d'affaires importants. Je parle pour Angers notamment, mais on ne sait pas comment les restaurants vont rouvrir en parallèle de nos activités. On peut imaginer qu'on soit les premiers marchés à pouvoir, un des premiers marchés à pouvoir donner à manger aux nouveaux collaborateurs qui reprennent le travail depuis quelques jours et puis qui vont reprendre le travail au fur et à mesure des semaines qui vont se passer. Donc, je pense qu'on est une activité, on est sur un modèle économique qui devrait redémarrer assez rapidement une fois que le déconfinement va être installé. On est sur des petits paniers moyens, des petits plaisirs pas trop chers, le snacking. Voilà, je pense que vu le sentiment que j'ai depuis 2-3 jours dans l'entreprise, j'ai une certaine confiance au moment où ça va repartir. Donc c'est pour ça qu'il faudra prendre soin de nos collaborateurs. Parce que si le chiffre d'affaires revient avec les clients, il faudra que nos collaborateurs soient encore là pour travailler, quoi. Justement, et quels sont selon toi les leviers activés à plus ou moins court terme? Alors nous, on a prévu déjà en début juin une opération très importante de communication qui s'appelle, comment dire, avec Mediapost. Ça s'appelle le Promofolio. En fait, on a fait cette opération-là il y a 6 mois. On a investi dans une communication pour 50 000 boîtes aux lettres. En fait, c'est un document qui recouvre en fait
toutes les publicités qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, en fait. Ça nous a coûté en gros 7 000 euros cette opération-là il y a 6 mois. On avait un peu peur de cet investissement qui est très lourd. On n'avait jamais investi autant dans une opération, de communication. Et en fait, on a eu des retours très très puissants de clients. On a fait un petit peu un système à la McDonald's. On avait en gros une vingtaine de coupons de remise. Les personnes devaient venir avec des bons pour avoir des remises sur des produits. Il y avait une stratégie d'image en même temps pour faire ressortir le côté artisanal de notre entreprise, tout ça. Autant une stratégie d'image que commerciale. Donc nous, on a déjà prévu début juin, une stratégie de remettre ça en place pour redoper du flux dans nos boulangers, quoi. Merci beaucoup. David? Eh bien, nous, pour dynamiser notre activité, je reviens toujours à la même chose, hein. Nous, c'est le touriste. Donc, il faut absolument que tous les acteurs du tourisme, les hôtels, les campings, les offices de tourisme, fassent un gros travail pour remplir leurs lits, pour que nous, après, derrière, on puisse fonctionner correctement. Mais la Tranche-sur-Mer étant un village relativement faible en population, on n'a pas le choix que les maisons secondaires et puis les différents prestataires du tourisme travaillent à plein régime. J'ai pas trop la main là-dessus, en fait. Moi, je suis assez content pour toi parce que, en fait, je pense qu'on peut imaginer on en a déjà entendu un peu parler, on peut imaginer qu'on soit autorisé, par exemple, à ne pas sortir pas sortir de notre région pour les vacances d'été, par exemple, pour éviter de trop voyager déjà en France entre nous. Et moi, je suis assez confiant pour la partie tourisme chez toi cet été. Et je pense qu'elle est peut-être d'ailleurs plus puissante que d'habitude, notamment, quoi. J'espère, d'autant plus qu'effectivement, quand on regarde un petit peu les chiffres de l'Office de tourisme, sur notre partie Sud Vendée, on a quand même une clientèle relativement populaire et relativement locale. Quand je dis locale, ça reste la France entière quand même. Mais le gros de notre clientèle, c'est pas comme la Côte d'Azur, hein. C'est pas les Russes et les Chinois, hein. C'est vraiment les Français, hein. Très bien. Et quelles seraient vos top priorités dans les 3 ou 4 prochains mois à venir, Nicolas? Alors, on n'a pas parlé d'action solidaire notamment là. En fait, Ouais. je vais juste revenir parce que nous, on a fait, je partage mon expérience. On a eu l'occasion d'être mis en avant dans la presse de bonne manière, notamment à travers notre action solidaire avec les aides-soignants notamment. Et je vous invite Tout à fait, ouais. à être solidaire et à être dans cette démarche de donner aux gens qui en ont besoin en ce moment nos pertes, notamment nos pertes, donner les pertes aux hôpitaux. Et nous, on avait fait une opération importante. Au début du confinement, on avait beaucoup de stocks de snacking. Et plutôt que de voir se jeter à la poubelle ce stock qu'on avait plutôt assemblé, on a préféré privilégier d'assembler des sandwichs et les offrir aux aides-soignants. Et on a fait, en termes d'image, on a eu des retours qui sont juste très, très puissants. Moi, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai eu 50 000 vues, alors que j'ai jamais vu ça avant, à travers un témoignage d'aides-soignants qui se prennent en photo avec nos produits, qui les mettaient sur les réseaux sociaux, en fait, quoi. Ça, faut pas le négliger. C'est une façon en fait, dans cette période de confinement, ce qui est important aussi aux entreprises, c'est comment faire voir, comment communiquer sur notre présence. Voilà, on est toujours là. Comment doper un drapeau en disant voilà, ne vous oubliez pas, tout le monde est confiné à la maison, mais nous on existe encore et on veut le faire voir sans être mercantile et sans être dans le marketing. Voilà. Je vais juste finir là-dessus. Après sur les priorités, moi j'ai mis en numéro un les collaborateurs. J'en ai parlé beaucoup pendant ce webinaire. C'est communiquer avec eux et être attentionné, bienveillant avec eux et puis savoir les récompenser. Pas forcément avec une prime, mais d'une certaine manière, moralement en tout cas, et rassembler les gens. Nous, on va rassembler les collaborateurs, c'est sûr, pour fêter le déconfinement, à n'en pas douter. Et parce que, comme je disais tout à l'heure, si nos clients reviennent, il faut on ait encore du monde à travailler pour les servir. Ensuite, moi, j'ai mis en deux digitaliser. Digitaliser, c'est le moment.
c'est le moment pour notre filière de digitaliser, parce que les gens ils sont prêts à accueillir notre filière sur cette partie-là. J'ai marqué en trois accélération du référencement des produits locaux dans nos boulangeries. Je parle farine, je parle snacking, nous on travaille du beurre 100% français entourage, du beurre 100% français en doux. On travaille avec les fromageries Bay-Vert notamment. Et je pense que le consommateur, il va accepter de payer plus cher demain matin, encore plus qu'aujourd'hui, si en plus on communique et il sait que le produit qui a été assemblé a été avec une attention avec un de référencement de produits locaux. Et puis moi, j'ai marqué en 4 investir dans les supports de communication pour doper du flux, pour ma part en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. David, quelles sont tes priorités? Eh ben, nous, toujours pareil. Donc, dès qu'il y a des confinements, il risque d'y avoir une reprise de l'activité, mais il va falloir être très, très vigilant quant à l'activité qui va augmenter et nous, les saisonniers qu'on va recruter. Il va falloir y aller en douceur pour bien caler les deux courbes, c'est-à-dire l'activité qui va augmenter et le nombre de personnes qu'on va reprendre. Surtout, ne pas se retrouver avec un sureffectif et puis une activité qui sera un petit peu poussive. Donc, voilà. Et puis donc, en anticipation, préparer les ouvertures de magasins, qu'on n'ait pas de perte de temps avec de l'affichage, de la publicité un petit peu en retard. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on prépare du mieux qu'on peut l'ouverture des magasins qui puisse se faire en un claquement de doigts, on va dire. Très bien, merci. On va pouvoir passer aux questions-réponses sur ce point. On a beaucoup de questions sur le Click and Collect. Peut-être que Nicolas, tu peux nous décrire un peu ce que tu as mis en place en termes de vente en ligne via ton chiffre, via ton site. En fait, on a mis en place, vous pourrez aller voir sur maisonbecam.com, on a fait un super boulot depuis 15 jours. En fait, on a plutôt mis en avant le click and collect à travers les packs de confinement parce que justement, dans la communication, on n'est pas trop mercantile. L'idée, c'était plutôt rester chez vous, mais quand vous venez chez nous, acheter des packs. Du coup, ça permet de faire du trafic global sur la boutique en ligne. En fait, nous, le click and collect, les gens ne peuvent pas, on peut pas, c'est du J+1. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes sur la boutique en ligne, vous pourrez pas récupérer le produit avant demain matin. Donc les gens, ils sélectionnent la boutique, ils sélectionnent l'horaire pour récupérer le produit. Ensuite, nos boulangeries, on a des PC dans chaque boutique avec des adresses Gmail, des adresses mail, et donc on a un tuyau qui fait que dès qu'on a une commande qui est passée, qui est payée, d'ailleurs, parce que c'est du click and collect, donc les gens ont payé avant de commander. Et donc, chaque boulangerie reçoit sa commande et avec l'horaire, avec le descriptif, et puis doit préparer sa commande pour que le client reparte voilà, de bonne manière, tout simplement. D'accord, très bien, merci. Après, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, l'investissement dans un site internet, c'est un outil qui permet de faire du trafic aussi boutique. Je m'explique, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont sur la boutique en ligne qui ne sont pas, enfin, qui ne vont pas au bout de la vente ou de l'achat plutôt, de l'achat, et qui vont par contre appeler la boutique, nos boutiques physiques après en disant voilà, j'étais sur votre boutique en ligne, j'ai vu ces produits-là, j'aimerais les commander et les réserver pour demain matin. Donc il faut pas négliger, on peut être déçu sur le développement du chiffre d'affaires du click and collect. Il faut pas se tromper de débat. C'est un support de communication global qui permet de faire de la vente physique à travers à travers un coup de téléphone notamment. C'est un outil de visibilité. D'accord. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres sur les ventes en ligne? Sur les ventes en ligne, nous, on est passé en gros à une trentaine de ventes en ligne là, depuis qu'on a dopé la semaine dernière notre boutique en ligne. On a fait un pic à 100 ventes en ligne le jour où on a fait 4000 visiteurs. Et puis après, on a une trentaine de ventes en ligne par jour, en gros. Et puis, voilà. Mais après, nous, on considère c'est un levier extraordinaire, la vente en ligne, surtout si on assure en plus la livraison à domicile. Là, je suis persuadé depuis plusieurs années du potentiel et on était toujours un peu en avance sur le marché. Aujourd'hui, le marché est à maturité. Pour moi, je pense que
un boulanger peut avoir un gros développement de chiffre d'affaires sur la livraison à domicile. Et c'est pas une question d'argent. Faut pas avoir peur de faire payer assez cher la livraison parce qu'on est dans le service et la personne qui ne peut pas se déplacer, elle est prête. C'est pas une question d'argent. Si elle veut votre produit, il est de qualité et vous ne devez pas biaiser votre modèle économique à travers en ayant peur de faire payer assez cher la livraison à domicile. Merci beaucoup. Alors j'ai une question qui vient de tomber, qui vous concerne tous les deux, David et Nicolas. D'après vous, comment convaincre la population tout entière, et pas que vos clients habituels, de vous privilégier à ce moment-là, vous, artisans, boulangers, pâtissiers, plutôt que la GMS, là, il y a des grandes surfaces? N'est-ce pas une opportunité? Mais comment? Vas-y Nicolas, je sais pas quoi répondre. C'est vrai qu'on parle de concurrence. On parle de concurrence. Je pense que justement, il faut être fier. Il faut être fier de communiquer ces beaux produits. Comment dire, je dirais que malheureusement, quand on est dans une filière de passionnés par le produit, pas passionnés d'abord économiquement, pas passionnés d'abord non plus commercialement. Et je dirais qu'aujourd'hui, utiliser les outils digitaux, Facebook, Instagram, c'est gratuit pour démarrer. Ensuite, les sites internet, évidemment, dans un deuxième temps, il faut le faire bien dans l'aboutissement. Mais comment inviter nos clients à aller chez nous plutôt qu'à la grande surface? Ben justement, c'est livrer à domicile en ce moment. C'est rester ouvert. Vendre de la farine au kilo, parce qu'en ce moment, nous, on en vend beaucoup. Cette semaine, on a vendu des sacs de 25 kilos, pour information. On a fait un prix à 1 euro le kilo, la farine, toute farine confondue. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur la farine aujourd'hui, c'est pas notre business, mais par contre, c'est du service. On vend du sucre, on a le levure boulangère, évidemment. Donc, c'est ça, voilà. Utiliser ces réseaux sociaux qui sont gratuits pour soulever le drapeau en disant, voilà, moi, je suis là, moi aussi, j'ai des difficultés, moi aussi, j'ai envie de rester en vie. Et moi, je suis pas structuré comme une GMS, et donc financièrement, moi, je suis plus en difficulté que les autres. Et donc, et soyez fiers de montrer vos produits, de les valoriser. Voilà. C'est ça que je laisserai comme message. Merci beaucoup. L'heure tourne, on arrive à la fin de ce webinaire. Simplement pour conclure et afin de terminer sur une note positive, est-ce que vous avez un conseil à donner aux professionnels et artisans de la boulangerie-pâtisserie qui nous écoutent? David? Un conseil, voilà, c'est rester honnête avec son métier, quoi. Donc, c'est ce que Nicolas a dit tout à l'heure, hein, être fier de ce qu'on fait. Et puis si on a raté quelque chose, on est artisan, on s'en excuse et on recommence. Parce que bon, on n'est pas parfait, hein, faut pas le croire. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le sentiment de faire de son mieux toujours. Et à partir du moment où on se lève le matin en se disant on va faire le travail du mieux qu'on peut, avec honnêteté, avec la volonté de faire plaisir aux clients, ça se ressent. Et je crois que c'est la meilleure communication qu'on peut faire avec sa clientèle, c'est de lui montrer qu'on fait du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a actuellement, justement, où c'est pas forcément toujours facile. Voilà. Merci beaucoup, David. Nicolas? David a dit les choses essentielles. On va dire qu'il faut rester en forme, il faut rester, psychologiquement, il faut rester attentionné nous-mêmes en tant que chef dirigeant. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est de nous rassembler aussi en tant que dirigeants parce que notre enjeu déjà, sans qu'il y ait des problèmes de coronavirus, c'est l'isolement. L'isolement, on est les seuls à trancher la tête de nos entreprises. Pour certains, on n'a pas forcément dans la famille des entrepreneurs, donc on n'a pas forcément des gens à qui trop parler, et puis pas forcément des gens qui comprennent trop nos problèmes non plus en tant que dirigeants. On est souvent malheureusement jalousé, on est souvent, malheureusement aussi, on a l'impression qu'en tant que patron, on est riche tout le temps. Ça, c'est complètement faux. On est tous dans le même bateau.
encore plus en ce moment. Donc, je pense que justement, ce webinaire, il sert aussi à donner un petit peu de souffle à tout le monde. Moi, j'ai accepté personnellement, comme David, évidemment, à partager parce que je sais que nous, par exemple, on a traversé des moments difficiles de l'entreprise, de crise de croissance il y a 4-5 ans. On sait ce que c'est de gérer des problèmes de trésorerie. On sait ce que c'est de se bagarrer. On sait ce que c'est de se renforcer, d'innover, voilà, de rester en vie. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas de cette situation si on réussit à garder de la hauteur, à prendre de la hauteur sur nos problématiques de tous les jours en ce moment. Et moi, d'ailleurs, je vais laisser mon adresse email, c'est nicolas.beckham@gmail.com. S'il y a des personnes qui veulent, poser des questions, avec qui veulent échanger avec moi après le webinaire, ce sera avec un grand plaisir de pouvoir partager. Moi, j'ai mon expérience, David aussi, et je pense que voilà, soyons solidaires en ce moment et soyons solidaires, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Nous vous enverrons l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les liens et ressources utiles par mail dès demain. Sachez aussi que de nombreux acteurs se mobilisent pour les boulangers-pâtissiers en ces temps troubles. En ce qui concerne Snapshift, leur application est mise à disposition gratuitement pendant toute la durée de la crise afin que vous puissiez gérer vos plannings, vos paies et vos RH sans contrainte. Menlog a mis en place l'organisation et a investi dans les infrastructures nécessaires pour assurer le suivi, l'assistance et le conseil à l'ensemble de ses clients, notamment via les solutions de pilotage à distance. Merci encore infiniment pour votre présence et courage à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous et au plaisir de se revoir rapidement dans un webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.